Alors, je vais poursuivre l'explication sur la princesse de Clèves sur l'aveu. Donc, dans ce deuxième paragraphe, quand on observe les premières lignes du récit, en fait, le narrateur fait état du trouble du prince de Clèves. Et vous voyez qu'il y a comme des didascalies en fait, qui sont employées dans ce récit. Je vais vous les souligner. Ces didascalies. Donc la tête, quand on regarde, c'est à la ligne 12. La tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même. C'est surtout la tête appuyée sur ses mains, qui est didascalie, hors de lui-même. C'est pas franchement une didascalie. Ça, vous mettrez juste, vous direz juste la tête appuyée sur ses mains. Et puis vous avez également, il n'avait pas songé à faire relever sa femme, donc qui montre en fait qu'il est complètement troublé. Alors, il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Ça, c'est pas une didascalie non plus. Mais ça montre en fait le trouble qu'il peut ressentir. Et vous avez aussi la tournure qui est hyperbolique avec mourir de douleur. Donc en fait, la véritable didascalie, elle est là, la tête appuyée sur les mains. Et puis tout le reste montre que Monsieur de Clèves est troublé. Un peu plus, là vous avez de nouveau, vous avez aussi une autre didascalie avant qu'il ne prenne la parole en l'embrassant et l'embrassant en la relevant. Donc en fait vous avez dans une attitude finalement qui relève ici, si vous voulez, tous ces éléments montrent qu'on est dans un texte, dans un extrait qui est tragique, hein, qui a une dimension tragique dans ce roman. Là, donc tout ce passage de récit met bien l'accent sur le trouble une fois que la princesse a parlé. La deuxième partie de ce paragraphe est constituée par la parole en fait du prince qui est assez longue et qui va manifester aussi son trouble et qui va manifester son affliction. C'est un discours en fait qui est généreux, ça c'est ce que je vous ai mis dans l'explication, et c'est un discours qui est empreint d'une certaine générosité, donc quand il s'adresse à sa femme. Alors quand on regarde ce qu'il va utiliser comme vocabulaire, alors je regarde sur mes notes, là j'ai mis, donc c'est un vocabulaire morale, hein. On est ligne 18 et 19. Vous me paraissez plus digne d'estime et plus digne d'admiration que tout ce qu'il n'y a jamais eu de femme au monde. Donc la relative que vous avez montre effectivement que ce discours, bien que l'aveu en demi-teinte ait eu lieu, et que Monsieur de Clèves évidemment comprend le sens de cet aveu, il n'en veut pas à sa femme, et on voit il utilise en fait des termes moraux qui sont très très forts et empreints d'une grande noblesse d'âme, d'une grande générosité. À partir du mai, donc qui se situe ligne 19, je vais changer de couleur. Prendre juste le noir. Le prince de Clèves va faire état bien évidemment de sa souffrance aussi, et il va utiliser une hyperbole, le plus malheureux homme qui ait jamais été. Alors on va trouver le plus malheureux homme et puis la relative qui vient renforcer en fait cet état de qui ait jamais été. Ça veut dire qu'il est dans un état qu'il n'a jamais connu. Donc il va par la suite du texte faire l'éloge de sa femme. Hein. Donc quand vous regardez, vous m'avez fait, je ne change pas de couleur, hein, donc la passion dès le premier moment où je vous ai vu. Donc ça c'est une référence au moment où
le premier coup de foudre en fait du texte quand il est chez le joaillier italien et que vous diriez qu'il flash pour la princesse de Clèves. Donc il renvoie en fait à cet épisode romanesque. Vos rigueurs, votre possession n'ont pu l'éteindre. Donc en fait, depuis qu'il la connaît, la passion est toujours intacte. Donc ça, c'est une preuve d'amour. Elle dure encore. Donc l'adverbe encore montre que cette passion est bien intacte. Je n'ai pu vous donner de l'amour et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Il se rend compte, là c'est le discours de vérité, que malgré ce coup de foudre, il se rend véritablement compte que lui n'a pas été capable finalement de la satisfaire sentimentalement. Alors vous allez avoir toute une série de questions rhétoriques, il y en a 4 qui sont ici, que vous pouvez analyser. Alors, ces questions rhétoriques, et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Donc, on voit peut-être aussi poindre la jalousie. Hein. Donc, c'est la première question rhétorique, elle porte sur l'identité de l'homme. Depuis quand vous plaît-il? Donc, depuis quand... depuis quand, c'est pas depuis quand dure de votre relation, mais la deuxième question rhétorique, elle porte justement sur la durée. Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Donc on voit à chaque fois les pronoms interrogatifs. Là, si vous étiez interrogé, je fais une petite parenthèse, en grammaire, utilisez bien, en fait, faites bien le commentaire sur les mots interrogatifs. On voit, il varie, qui est-il? Donc ça, c'est l'identité. L'adverbe interrogatif, le quand. Et puis, qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin? Donc vous avez l'adjectif interrogatif, là, quel chemin a-t-il trouvé pour aller dans votre cœur? Alors, je trouve que cette dernière question, elle est très poignante, puisque justement, Monsieur de Clèves déclare son amour, sa passion intacte pour sa femme, mais finalement, on voit que le duc de Nemours, nous on le sait, en tant que lecteur, n'a rien fait. Justement, il n'a pas trouvé de chemin. C'est un coup de foudre qui est réciproque. Il n'a rien fait pour susciter l'attirance, l'intérêt de la princesse de Clèves. Donc par la suite, dans la suite du texte, assez rapidement, vous avez le cependant qui va marquer une rupture aussi. Il va faire part de sa jalousie. Donc le terme jalousie là va apparaître très clairement. Je vais vous mettre ça en vert par exemple. La jalousie d'un mari est celle d'un amant. Donc vous allez finalement retrouver bien qu'il ait cette jalousie. Il va utiliser de nouveau ce lexique noble qu'on va retrouver par exemple avec les termes sincérité, noblesse et puis confiance. Je vais vous les mettre ici. Donc noble, confiance, sincérité. Donc il montre lui qui lui témoigne de la confiance et de la sincérité, et par l'utilisation de ce vocabulaire, il montre qu'il est totalement amoureux de sa femme et qu'il est toujours empreint évidemment de cette de générosité. Donc pour finir, il lui signifie l'estime qu'il lui porte. Quand le passage se termine, j'ai coupé là parce que c'était déjà assez long. Vous avez raison, madame, je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins. Alors c'est ce qu'il dit au moment là du texte. Donc quand on s'arrête là, quand vous allez conclure sur cette explication, pensez bien au fait que je n'en abuserai pas. C'est pas ce qui va arriver dans le je n'en abuserai pas, puisqu'en fait à la fin du texte, non, je raconte n'importe quoi là, je vous dis n'importe quoi. Il va finalement envoyer quelqu'un épier Nemours, parce qu'il va avoir un doute,
et il finira par avoir la confirmation qu'il s'agit bien en fait du duc de Nemours. Pensez à conclure aussi, parce que c'est un épisode à la fois très poignant mais aussi très romanesque, que Nemours est bien caché, hein, et qu'il l'écoute avec ravissement, vous imaginez, tous ces non-dits finalement de la princesse de Clèves, et lui devine qu'elle parle de lui. Donc voilà, vous conclurez de cette manière-là.